Moi, j'ai toujours voulu créer une boîte, mais j'ai jamais réussi. J'ai jamais trouvé les bonnes personnes avec lesquelles m'associer. Aujourd'hui, tout le monde comprend les problèmes de gestion de la communication des entreprises, puisqu'on est sur un marché qui est très mature. Nous, on a aujourd'hui une culture qui tend à interdire les réunions. Ok. Donc, on fait pas de réunions. On n'a pas non plus d'objectifs et pas de deadline. C'est super dingue. Ouais, tu peux arriver, créer ton compte, utiliser Crisp, t'as besoin de parler à personne, tu vois. Tous les mastodontes, ils veulent que tu parles à un sales. Imagine, tu rentres dans un magasin et il faut que tu parles absolument au vendeur avant de pouvoir te mettre à essayer les vêtements. C'est trop relou, quoi. Malheureusement, moi j'ai des clients qui me disent aussi qu'ils se sont séparés de certains membres de leurs équipes, tu vois. Une entreprise, par exemple, au Vietnam, là, eux, ils sont passés de 140 personnes dans l'entreprise à 90. Ouais, donc des gros gaps, quoi. C'est monstrueux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Growth Odyssey. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui font la croissance en B2B. Ça peut être des dirigeants, des responsables marketing ou encore des leaders des ventes. L'idée est simple, comprendre ce qu'il se passe derrière les chiffres, les décisions prises, les arbitrages faits, les erreurs vécues et assumées, afin de comprendre les stratégies et les systèmes permettant de développer ses revenus durablement. Je suis Simon Lagadec, cofondateur de Make the Grade, cabinet de conseil en stratégie digitale et partenaire élite du CRM HubSpot. Merci d'être avec nous et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Growth Odyssey. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Goret, CMO de Crisp. Salut Antoine, comment ça va ? Salut Simon, merci beaucoup pour l'invite. Ça va très bien, très content d'être là. Eh ben parfait, très content aussi. Ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. À titre pro, à titre perso. Et oui. Qu'on se connaît dans le cadre aussi de ta posture de responsable marketing chez Crisp. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de t'interroger sur plein de choses. Sur ton parcours déjà, Yes. sur les bonnes pratiques marketing et IA, parce que je sais que vous innovez beaucoup et très fortement là-dessus. T'interroger aussi sur ton ouverture par rapport au monde business, puisque tu es un profil qui est un peu globe-trotter et business à la fois. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment une singularité intéressante. Donc voilà, on va creuser tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter et puis nous pitcher Crisp surtout ? Ouais. Pour commencer avec Crisp, du coup, nous, on est une solution de gestion du support client multicanal. C'est-à-dire qu'on va permettre aux entreprises de centraliser les canaux de communication au sein d'une messagerie unifiée. Donc, on va permettre de faire en sorte que les emails que tu reçois, les DM sur Insta, WhatsApp, les chats peut-être aussi sur ton site internet, les appels téléphoniques, arrivent toutes et tous au même endroit et pour que tes équipes, du coup, n'aient pas de problème à répondre à ces questions. À cela, en fait, on ajoute toute une suite d'outils qui ont pour objectif de simplifier la vie à la fois de tes clients, mais aussi de tes équipes, afin de les rendre plus productifs et, in fine, de faire des clients plus heureux. Ouais. Excellent. Voilà. Et en quelques informations et chiffres complémentaires, tu me dis si je dis des bêtises, mais Crisp, c'est une solution française. Ouais, tout à fait. Propulsée depuis la France et puis avec des équipes en full remote à travers le monde. Exactement. Vous êtes sur fonds propres, vous êtes bootstrap aujourd'hui ? Ouais, tout à fait. Jamais eu de levée de fonds ? Non, aucune, non. Ok, Ouais. ça serait intéressant au niveau de la culture un peu gauloise, Ouais, voir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. exactement. Ok, et aujourd'hui, vous implémentez des solutions IA aussi dans votre solution Ouais, de plus en plus. tout à fait. On a énormément travaillé. Je crois qu'il y a 2 ans et demi, 2 ans jour pour jour, on lançait sur Product Hunt une des premières intégrations avec ChatGPT sur le secteur du support client, avec une version bêta, on va dire, de cette intégration-là. Le marché a énormément évolué. Historiquement, nous, on pensait que ce serait une IA qui viendrait accompagner les agents de support. Tu vois, on ne pensait pas que ce serait le chatbot IA qui serait quelque chose de tant attendu. Et puis au final, si. Donc on travaille énormément sur ce sujet-là et on s'apprête à sortir quelque chose là dans les jours et semaines à venir. C'est déjà en bêta actuellement. Donc au moment où ce podcast sortira, ce sera déjà live. Mais ouais, énormément de travail et de recherche sur ces sujets d'intelligence artificielle qui sont clés au final dans notre secteur d'activité parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on a des premiers cas d'usage qui sont arrivés et qui montrent par exemple que à nombre d'employés équivalents, en fait, des équipes arrivent à gérer presque 130% de conversations supplémentaires.
Ouais, c'est grâce énorme. à l'intelligence artificielle. Et de manière automatisée, ça permet de filtrer, ça permet de gagner du temps, se concentrer sur du conseil pur. Exactement et puis au-delà de ça, de gérer des échanges sur des horaires où jusqu'à présent tu étais pas capable de le faire. Tu vois, on a un client au UK qui s'appelle Emma Finance, c'est une app de gestion de tes finances, un peu comme Finari au final, en Mmh. France et eux, ils ont installé notre solution, d'IA, de chatbot multicanal et en fait, grâce à ça, ils ont été capables d'automatiser, leur support sur le week-end parce qu'en fait, ils avaient pas de support le week-end, support humain, hein. Pas d'astreinte. Ouais, exactement, ce qui leur a permis du coup, d'améliorer la qualité de service, d'améliorer aussi de fait les notes que les utilisateurs laissaient sur les App Store, donc plus de téléchargements, mais également aussi de faire en sorte que le lundi matin quand les équipes arrivaient, bah, c'était plus le chaos dans leur inbox et du coup, qu'elles étaient capables d'avoir moins de charge mentale, et pas cette peur un peu d'ouvrir le truc en disant: «Voilà, je vais ouvrir le tiroir, qu'est-ce que je vais trouver?» quoi, tu vois? Donc ouais, plein d'avantages au-delà, tu vois, de cet enjeu de productivité. Il y a aussi une notion d'apaisement et de sentiment de comment dire? De légèreté Mmh. qui arrive en fait, grâce, à tout ce que l'IA peut apporter aux entreprises, ouais. Et là, c'est le bon côté de l'application de l'intelligence artificielle, Mouais, c'est-à-dire qu'il est au service de l'humain. On exactement. crée des équipes hybrides Ouais. et tu parlais de charge mentale, mais ça permet aussi de sublimer un peu plus, l'intelligence, émotionnelle de chaque talent. Hyper important Ouais, tu vois, de tout pas à se tromper fait là-dessus. et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont même été jusqu'à automatiser des processus, internes qui jusqu'à présent nécessitaient, des interventions humaines. Tu vois, il y a ce qu'on appelle les payment disputes, dans le secteur du SaaS. C'est en fait, des actions qui sont menées par, le consommateur auprès de leur banque, qui permettent en fait de récupérer une somme d'argent qui a été chargée par, un fournisseur, de tout type. OK. Et ça représente des sommes importantes, tu vois? Pour ce client-là, Emma, c'était entre 17 et 20 euros pour chaque payment dispute et c'est des choses qui sont très fréquentes. Pas très connues en France, mais très courantes aux US, au Canada ou, en Angleterre et en fait, bah, grâce à Crisp, ils ont réussi à automatiser le processus de gestion, des disputes et donc de réduire le nombre d'argent qu'ils perdaient en fait, de façon systématique. Donc tu vois? Il y a aussi cet enjeu d'automatisation de tâches qui est au tout début, hein, parce qu'on appelle aujourd'hui les agents. Les agents, ils arrivent, sur le marché, mais on voit quand même les premiers effets, ouais. Avec, des impacts concrets sur les revenus déjà hyper intéressants. Ouais, On va avoir l'occasion d'en parler. carrément. Du Heu, coup, pour revenir peut-être à ce que tu m'avais posé comme question, qui je suis et Bah, voilà, justement, tu pas arrivé chez Crisp, ouais. du jour au lendemain. Non. Tu as eu tout un processus Ouais, et une carrière avant. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton parcours ouais. et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à chez Crisp? C'est une longue histoire, mais en fait, c'est, au final, tout est toujours un peu lié et quand tu prends, tu vois, du recul et que tu regardes un peu tout ce qui s'est passé, au final, tu te dis: «Bon, bah, on était quelque part un peu destinés à travailler ensemble un jour». Moi, j'ai toujours voulu créer une boîte, mais j'ai jamais réussi. J'ai jamais, tu vois, trouvé les bonnes personnes avec lesquelles m'associer et j'ai jamais eu la volonté, même si j'ai essayé de créer des boîtes seul, je trouvais que c'était trop dur et donc quand je suis sorti du lycée, je me suis dit: «Le truc du futur, c'est internet. Il faut que je sache, comment fonctionne internet» et donc j'ai fait un BTS en informatique de gestion, à Quimper, au OK. lycée Ah bah, tiens, Chaptal. point commun, je suis quimpérois Exactement, aussi. Je tu vois? savais pas Eh que tu ouais, avais fait ça à Quimper. et si. Et donc, j'ai vraiment pas aimé cette expérience de développement informatique. J'étais pas bon du tout, mais OK. ça m'a pas de comprendre les concepts, ce qu'est une base de données, comment ça fonctionne internet, comment ça fonctionne le code et je me suis dit: «Bon, maintenant que tu comprends un peu comment ça fonctionne, que tu sais déployer un site web», parce que c'est ce que ça m'avait permis au final. Il y avait déjà les packages open source avec PrestaShop et tout ça qui permettaient de faire des trucs sympas. Et ben, il faut que tu saches vendre. Oui. Donc je me suis dit: «Bah, je vais aller en école de commerce». Et donc je suis allé en école de commerce à Brest et j'ai fait un 1er stage, dans cette école de commerce, avec, Sébastien Le Corfec. Donc la West Web Valley. Exactement. À l'époque, ça existait pas encore la West Web Valley. J'étais chez Evernet, qui est, OK. la première marque à créer, enfin une des premières, la première agence que Sébastien avait créée et du coup, j'ai fait un stage là-bas, j'ai rencontré, des gens assez brillants et en fait, l'année suivante, du coup, j'ai été pris en alternance, dans le groupe, qui appartenait à Charles, qui est l'associé de Sébastien et j'ai continué mes études comme ça, jusqu'à la fin. J'ai été embauché après dans le groupe, qui s'appelle W3 aujourd'hui, je crois, et qui regroupe tout un tas de marques, en lien avec les métiers du numérique et du coup, j'ai été donc chef de projet e-commerce, chargé de web marketing et à la suite de ça, je suis allé faire,
au milieu de tout ça, je faisais des startup week-ends. Ok. Donc là, tu es en train de développer tes compétences, Ouais, je voulais monter une boîte, tu tu es vois, en train vraiment. de geeker, Ouais, exactement. voilà, tu t'amuses, mais au profit de ton apprentissage. Ouais, exactement. Je faisais des startup week-end. Le premier truc que j'ai fait, c'était en 2014, je crois, à Rennes. J'avais fait le startup week-end de Rennes. J'en ai fait 3 ou 4, je crois, des startup week-end en tout. Et c'est au cours d'un des startup week-end que j'ai rencontré Baptiste, qui est aujourd'hui mon associé et cofondateur de Crisp, ouais. Avant ça, en fait, je tournais un peu en rond sur le bassin brestois et finistérien. Et du coup, Sébastien et Charles, ils m'ont proposé de passer sur la West Web Valley, qui était quelque chose aux prémices, en fait, de ce que c'est aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ça s'appelle Épopée Gestion. C'est un fonds qui gère, je crois, presque 1 milliard de fonds en Tout à fait, gestion. sur l'arc Ouais, atlantique, et puis effectivement, la West Web Valley s'est rattachée à cette entité-là, et c'est exactement. un événement professionnel qui se passe lors des Vieilles Charrues, pendant le festival, Ouais. tous les ans, et donc c'est l'écosystème depuis lequel Ouais, j'ai tu es grandi né. là-dedans, exactement. Et donc très formateur, hein, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, ouais, j'ai fait aussi entre-temps un saut sur Paris avec The Family. Ok. Je suis allé faire la formation Lyon. Ouais. À l'époque, c'était vraiment un truc incroyable parce que tu étais entouré de gens plus brillants les uns que les autres. Les gens qui intervenaient, c'était les CEO, les CMO, les Head of Growth des plus belles startups françaises au final. C'était un peu l'âge d'or, quoi, tu vois. Et donc ça, pareil, ça m'a fait grandir de façon exceptionnelle, tant culturellement que personnellement et professionnellement. Et donc, j'ai toujours ramené cette culture un peu start-up dans le bassin brestois et finistérien. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de prendre mon envol. Au cours d'un startup week-end, du coup, j'ai rencontré Baptiste, qui était juge du startup week-end. Ok. On passe un très bon week-end ensemble, tout s'entend très bien. Et quelques mois après, il m'envoie un message, il me dit: «Bah, voilà, est-ce que tu connais, on cherche quelqu'un pour faire du sales et du marketing, est-ce que tu connais quelqu'un?» J'ai dit: «Bah, ouais, moi, je suis chaud». Les deux à la fois? Sales et marketing? Ouais, c'était Ok, vraiment intéressant. l'enjeu, fallait structurer, toute cette démarche-là. Baptiste, il arrivait un peu à un plateau, il avait besoin de quelqu'un qui était meilleur que lui sur ces sujets-là. Et donc, j'ai rejoint l'aventure, ouais, en janvier 2019. Ok. Et Baptiste, juste pour bien comprendre, dans cette logique d'association, lui, ses compétences fortes, c'est lesquelles? Baptiste, il sait tout faire. OK. Donc c'est un mec qui est vraiment fascinant, brillant et avec qui moi je m'éclate au jour le jour parce que tu peux parler de tout et de rien, de façon hyper profonde. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a pris en charge tout la R&D sur l'IA. Ok. Mais il est capable de te parler de growth hacking aussi, il est capable de te parler de produits, de design, de code, enfin, il sait tout faire. Et c'est Ok. pour ça que Baptiste et Valérian, donc qui sont les 2 associés qui ont créé Crisp, ont réussi à aller aussi loin tous les 2, c'est parce qu'ils ont cette vision globale de ce qu'est un bon produit. Hmm. C'est pas juste le gars qui va dev et qui va faire une UX qui est éclatée. Ce sont 2 personnes qui ont aussi des convictions profondes en termes de vision produit et qui sont capables de les implémenter de façon hyper qualitative. Et c'est eux qui t'ont embarqué aussi dans cette passion du marketing produit, parce que c'est quelque chose auquel tu touches et tu gravites. Non, je pense pas. En fait, ça faisait partie de la culture que moi j'avais acquise aussi et des Ok. convictions que j'avais, tu vois. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé heu, l'acquisition, mais avec cette profonde conviction que sans avoir une bonne expérience client, de toute façon, on ne pouvait rien faire. Et donc on se retrouve beaucoup encore aujourd'hui, tu vois? Moi, aujourd'hui, je gère toute la partie expérimentation produit de Crisp en lien avec l'impact sur la croissance. Et donc, moi, je m'occupe, tu vois, de préparer les expérimentations, de faire les wireframes, d'échanger avec les designers sur, la structure des blocs, le wording. Je Ok. m'occupe pas de l'implémentation évidemment parce qu'en fait, je sais pas coder au final, tu vois? Mais La réflexion, la exactement. stratégie, la cohérence globale, Voilà, tout ça, exactement. c'est quelque chose qui Mais t'anime. tout ça, tu vois, ça fait partie de ce qui nous anime, tous ensemble, ouais, aujourd'hui, à la direction de Donc Crisp, c'est ouais. le dénominateur commun, qui est assez transversal, et ça relève de la culture, quoi. Ouais, exactement, Ok, ok. exactement. Hyper intéressant. Et donc là, tu reçois ce message-là, Ouais, cette opportunité, ouais, tu te positionnes. ouais. C'est quoi qui t'a donné envie de te dire: «Ah tiens, j'ai envie de monter, de jump dans cette aventure Crisp»? J'avais passé ma vie à travailler en agence en quelque sorte, hein, tu vois? Quand je travaillais sur la West Web Valley, du coup, il y avait, cet événement, la West Web Festival qu'on a créé aussi avec Sébastien, Charles et Ronan et d'autres. Mais, j'avais ce besoin, tu vois, de me concentrer à 100 sur quelque chose et au-delà de ça, Mmh. d'être partie prenante, tu vois? C'était une des conditions pour que je rejoigne, l'aventure Crisp, c'était que je sois associé aussi de l'entreprise, tu vois?
Et donc tout ça, a fait que, j'ai rejoint l'aventure. Ce qui était d'autant plus attirant pour moi à l'époque, c'est qu'il y avait Julien Lecoupanec aussi qui travaillait chez Crisp, qui était, un des gars que je regardais en vidéo, sur YouTube quelques années auparavant, tu vois? Parce qu'il était chez The Family justement. Mmh. Et donc, tout ça c'était attirant pour moi, et de pouvoir se dire que, quelques années auparavant, tu regardais les vidéos, YouTube et puis qu'au final, aujourd'hui ce gars-là c'est un pote à moi, tu vois? Donc il y a aussi une forme d'accomplissement et de fierté, ouais. OK, Mmh. OK. Et donc là, vous développez la solution, on va dire, depuis Nantes pour vulgariser, hein. Vous Ouais. avez des personnes qui sont, disséminées à travers plusieurs fuseaux horaires, mais Ouais. le cœur de l'équipe est à Nantes. Donc on peut considérer que c'est loin des hubs, d'abord parisiens et puis encore plus, californiens pour, Ouais, vulgariser un peu. c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je parlais un peu de la culture gauloise que vous avez. Je ne sais pas Ouais, si c'est quelque chose que tu partages, ouais. mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre manière de penser croissance et de réfléchir le produit? Qu'est-ce que tu entends par, culture gauloise? Quand je dis culture gauloise, c'est parce que, tout simplement le cœur de l'équipe est dans l'Ouest, Ouais, et que vous êtes bootstrap ouais, depuis les tout débuts. ouais. J'imagine que vous avez pu rencontrer énormément de tentations, voire il y a eu des propositions, c'est Ouais, sûr et ouais, certain, ouais. j'imagine. Mmh. Mais vous êtes resté toujours dans cette équipe à taille assez humaine par rapport à l'amplitude, Ouais, d'impact que vous avez business. ouais. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quel est votre nombre de clients Ouais. à travers le monde et l'ARR que vous faites? On a, 10 000, clients, plus de 10 000 clients payants aujourd'hui. Oui. On communique pas sur l'ARR, mais voilà, on OK. est une boîte très, très rentable et en très bonne santé. Voilà, avec une petite équipe, donc Ouais, c'est pour ça exactement. que je dis le côté gaulois Ouais, du ouais. du truc. Donc voilà, juste On par rapport à ça, c'est quoi Ouais, ouais. votre, Bon, on se bat manière de contre des piloter? géants, ouais. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant aussi. Moi, c'est un des trucs qui me lève le matin, tu vois? Je me dis: «Bon, comment est-ce que je vais faire pour, compete avec des boîtes qui ont des équipes de 30, 50, 200 personnes, en face», tu vois? Mmh. Et donc ça, je trouve ça assez grisant et je les imagine parfois, mes concurrents, se dire: «Mais comment ils font, quoi?» Ouais, bah, moi d'un pas extérieur, sans parler de concurrence ou Bah, ouais. quoi, mais je suis plutôt admiratif parce que je me dis la même chose: «Comment vous faites?» Ouais. Et justement, c'est quoi ce que ça vous amène d'un point de vue, réflexion en interne pour penser votre croissance? Bon, il y a beaucoup de radicalité. OK, intéressant. Ouais, beaucoup de radicalité, sur les décisions qu'on prend, sur les efforts, sur lesquels on se concentre et sur les impasses, qu'on fait aussi. Parce qu'en fait enfin, tu vois, la petite taille, ça a des avantages, mais ça engendre aussi, des défauts. Tu vois, le focus qu'on a produit aujourd'hui sur l'IA, c'est au détriment de d'autres fonctionnalités qu'on devrait être capable d'avancer, sur le produit. Mmh. Tu vois, par exemple, actuellement, on a des clients qui se plaignent que la recherche interne n'est pas des plus qualitatives. OK. Et en fait, malheureusement, on n'est pas capable de tacler ce sujet-là parce qu'on est focalisé sur, l'innovation et la R&D. OK. Donc, c'est toujours une question de balance entre, performance, développement et tu vois, entre guillemets, «stabilisation», quoi. Mmh. Donc comment est-ce qu'on fait? Bah, on fait au mieux avec les moyens qu'on a et donc les moyens qu'on a, ils sont limités. Hem Et donc le développement que moi j'ai mis en place chez Crisp en arrivant, c'est un développement, qui tend à être très fort, d'un point de vue visibilité sur les dernières étapes du cycle de vente. Parce qu'en fait, c'est là où on a le plus de chances d'attirer des gens qui vont pas nous coûter cher à convertir. VS, aller attirer quelqu'un très haut dans le cycle de vente, qu'il va falloir accompagner, guider, éduquer et avec qui on doit passer beaucoup de temps. On n'a pas les ressources pour le faire, on n'a pas, le panier moyen pour le faire aussi, parce que plus on passe de temps, plus ça veut dire que le payback, il va être long. Mmh. Donc on est limité là-dessus et donc on a toujours, eu cette volonté de se dire: «Bah, on connaît nos limites, en revanche, on connaît très bien nos forces aussi». On a un marketing mix qui est très différenciant et on est capable, de fait, de se rendre visible à des moments clés du parcours d'achat sur, des problématiques qui sont des problématiques, entre guillemets, «assez simples à adresser», puisqu'on est sur un marché qui est très mature. Aujourd'hui, tout le monde comprend, les problèmes, de gestion de la communication des entreprises, les problématiques de centralisation des données et tout ce genre de choses. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que, on a travaillé, en inbound, 100. On n'a OK. pas, d'équipe commerciale et on se positionne sur, du contenu qui a pour objectif, de cibler des gens qui sont, dans des moments proches de, la décision. OK. Voilà. OK. Et ça drive, la majorité du business, OK. Ça veut dire aujourd'hui. que vous êtes sur une stratégie, d'activation de vos leads proches de l'acte d'achat Ouais, en touchless.
C'est-à-dire qu'un minimum de touches humaines de votre côté, il ne va Oui. pas avoir un account exécutif, un commercial qui va intervenir. Et comment vous le transposez d'un point de vue ciblage? Mmh. Votre ICP, les entreprises que vous ciblez, est-ce que par rapport à cette stratégie-là, ça peut être des grands comptes pour aller chercher des revenus à fort potentiel? Mmh, mmh mh. Est-ce que vous êtes plutôt sur du small business? Comment ça se réfléchit, ça s'articule? Bah, en fait, l'inbound, ça reste quand même un modèle qui est très intéressant pour le small biz. Oui. Donc nous, aujourd'hui, c'est là où on est très fort. On est très fort sur, des SaaS de 1 à 50 employés, OK. qui sont, heu, à peu près comme nous, au final, tu vois? C'est des gens qui ont créé leur boîte, après 2010, Mmh. qui ont une culture qui est un peu identique à la nôtre et ouais, au final, qui nous ressemblent. Et donc du coup, on travaille comme ça, ouais, sur ces cibles-là. Et en fait, c'est marrant parce que comme on grandit avec nos clients, et ben là, aujourd'hui, par exemple, on équipe, la plus grosse fintech d'Indonésie. Oui, par contre, l'avantage, c'est que vous couvrez, tous les fuseaux horaires, quoi, Exactement. Et donc en fait, cette boîte-là, elle a commencé à bosser avec nous fin 2018 et là, aujourd'hui, on vient de la passer sur un plan enterprise. Donc un plan enterprise qu'on a commencé à vendre depuis 3 ans maintenant, OK. qui est un plan qui, est complètement sur mesure et qui nous permet, de multiplier par, 10, le revenu, par compte, ouais. OK, et donc Donc, là, c'est l'innovation qui vient aussi des demandes terrain à ce moment-là? c'est l'innovation, mais ça va être aussi de l'accompagnement humain, Mmh. et en fait, tu te rends compte aujourd'hui que dans le SaaS, tu as beau essayer d'avoir le meilleur produit, à un moment donné, dans le process, il faut qu'il y ait de l'humain Mmh. parce que c'est là où, bah, tu es capable d'engager, d'amener et de tirer tout le monde vers, le meilleur usage possible de la plateforme. Donc tu vois, on est en train d'opérer un changement, nous aussi, en termes de positionnement. On veut se recentrer, sur, notre cœur de cible qui est, tu vois, le Customer Success Manager du SaaS, heu, avec lequel on veut travailler. Donc ça, c'est votre persona, Ouais, phare, on va dire? exactement. Et peu importe, tu vois, l'endroit dans le monde, mais avec, une industrie, enfin des cas d'usage, ouais, très spécifiques, ouais. OK, et tu nous parlais de, l'inbound. Ouais. L'inbound actuellement est assez challengé par rapport aux usages, qui changent. Mmh. Ouais, il y a les LLM qui arrivent, il y a des canaux d'acquisition qui se rajoutent. En même temps, il faut continuer de travailler les canaux traditionnels qui sont toujours là et qui vont perdurer. Je Ouais. pense au SEO. Mmh. On parle de plus en plus de loop marketing Mmh. parce que 60 des recherches organiques, terminent avec une réponse et qui est sans 0 clic. Donc, Ouais, nos sites internet, ne sont plus les piliers de la stratégie, d'acquisition. tout à Il faut fait. être plus polymorphe, plus Ouais. présent sur des formats différents, de la vidéo, de l'incarnation. Bref, tout ça change. Ouais. Comment vous l'adressez ça chez Crisp? Bon, nous, depuis longtemps, on a eu cette stratégie-là de «multidiffusion» entre guillemets. Donc on travaille sur Quora, on travaille sur Reddit, on va travailler sur, GitHub, Stack Overflow aussi. Hem et puis, on travaille également aussi, sur la création de contenu vidéo. OK, Hem, Tu vois, semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec Baptiste, sur Paris. On a prévu, je sais pas, une quarantaine de questions OK. que je vais lui poser et qui ont pour objectif, bah, de créer, de la visibilité, de l'image de marque, parce que ça, c'est des sujets que l'IA aujourd'hui maîtrise pas. Et Sur du format vidéo avec lui? ouais, Ouais, après vous mettez ça en en format court et short, puis tu exactement, diffuses, OK. tout à fait. Donc incarner la marque à travers son dirigeant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on réintègre ces formats-là dans les articles de blog que je suis en train de créer, tu OK. vois? Pour créer de l'engagement, créer de la différenciation aussi et faire en sorte que du coup, bah, dans les résultats des moteurs de recherche, on soit classé plus haut que les autres Mmh. du fait de la bonne expérience, de parcours sur notre site, Mmh mh. tu vois? Donc, tu as ton contenu froid, un Ouais, article de blog qui va être très expert sur un sujet oui, et la bonne pratique pour le positionner à la fois en SEO, mais aussi en AEO, c'est-à-dire l'équivalent, mais pour, du ChatGPT, pour faire très simple pour, ouais, ceux qui nous écoutent. ouais. Là, tu vas mettre, du contenu, à l'intérieur de ces contenus froids qui va être vidéo, incarné. Mmh, mmh mh. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que vous mettez de la FAQ, par exemple, la foire aux questions dans vos contenus froids? Ouais, on fait beaucoup de FAQ. Je suis en train de tester d'ailleurs s'il y a une corrélation entre, une FAQ en exact match avec un prompt, Est-ce que tu dans peux nous ChatGPT. nous vulgariser ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, une FAQ, tout le monde, je pense, Foire aux questions, voilà, voilà. exactement. Donc là, ce que je suis en train de tester sur un article de blog, c'est que j'ai créé une question avec une réponse Mmh. et que je me suis mis à la traquer également aussi dans, les IA génératives. Donc j'utilise un outil pour ça qui s'appelle Prompt Watch Mmh. et qui me permet de suivre en temps réel, plutôt jour par jour, l'évolution des mentions de ma marque par rapport à une liste de prompts que, je suis. Et donc l'idée, c'est simplement d'être capable de voir s'il y a une relation entre une question, sur mon blog et un prompt identique, dans les IA génératives et voir si ça a un impact sur la citation de ce même article-là dans le prompt que je traque. Mmh. Donc pour le moment, j'ai pas la réponse parce que je viens de lancer l'article hier. Donc, Ah oui, très récent. donc c'est un truc, ouais, que je pense, être intéressant, ouais. OK. Bah, là, de toute façon, on est obligé, d'innover par rapport à ça. Mais dans les bonnes pratiques que nous, on a testées chez Make the Grade et qui commencent à porter leurs fruits Ouais. sur un assez court terme, il y a ce Hein, hein. côté effectivement, avoir un module foire aux questions dans ses contenus froids. Donc Oui, j'entends par là articles de blog, tout cas à fait, client, par exemple, tout à fait. de les développer en métadonnées, Mmh, mmh, mmh. pour que ce soit bien lu, par les robots, Oui, des LLM et de Google, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui marchent très bien. Bon, il y en a plein d'autres, des ouais, techniques. tout à fait. Ce qui m'intéresse, vous êtes un logiciel SaaS, vous exploitez énormément, de canaux. Tu as parlé de 2 choses. Tu as parlé de Reddit d'abord. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer comment vous l'exploitez et qu'est-ce que ça donne? Hem, alors Reddit, c'est un espèce de FAQ géant aussi, hein, Oui, c'est vrai. où en fait, Forum, il y a des ciel ouvert. ouais, des forums FAQ. Les gens viennent, sur, des espèces de je sais pas, de places de marché quoi et ils posent leurs questions et puis, tu as la foule qui répond, quoi. Et donc au milieu de tout ça et ben, en fait, c'est une des sources principales, d'enrichissement de données des IA. Mmh. C'est un contrat qu'il y a eu il y a quelques années maintenant, 2 ans je crois ou 1 an, entre, ChatGPT et notamment, Reddit. Et donc ça a donné beaucoup plus d'intérêt que, ce qu'il n'y avait par le passé, à, toute la sphère, autour des stratégies de croissance. Parce que en fait, aujourd'hui, ça te permet d'être plus visible dans les IA, ouais. Et donc, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On génère des questions et des réponses. Sur Reddit. Ouais, OK, exactement. En OK. lien avec, notre secteur d'activité, avec notre parcours d'achat. L'objectif étant de faire en sorte que ces questions soient indexées dans, les LLM et que donc, bien évidemment, on fasse partie des marques qui soient citées. Voilà, donc moi je suis sur ChatGPT en utilisateur, Oui. je suis un responsable service client que vous ciblez, je Tout à pose une fait. question très spécifique. Voilà. En moyenne, une requête sur ChatGPT, c'est 23 mots à peu près, Ouais. contre 5 si je faisais l'équivalent sur Google. Ouais. Donc c'est très très niche. Et là, hop, dans la réponse, voici la réponse, monsieur Simon Lagadec, et c'est Crisp et telle personne de chez Crisp qui la donne. Voici le lien du Reddit. Mmh. Moi, je peux cliquer, à ce moment-là, je continue de m'éduquer, mais c'est autour Ouais. de votre expertise, votre marque, et ça rajoute des touches. Mmh. Et c'est comme ça que je fais la rencontre de Chris, puisque je me dis: «Ah bah tiens, c'est intéressant, il pourrait peut-être m'aider». En gros, c'est ça que vous essayez de faire? C'est ça. Après, faut pas croire que c'est simplement en faisant du monosource qu'on va être, visible dans, les IA. Hem, Moi, des derniers tests que je mène, je me rends compte de l'importance de la création de contenu. Mmh. Créer du contenu aujourd'hui sur son blog par rapport à des expressions en lien avec son secteur d'activité, c'est essentiel, surtout quand on a un nom de domaine qui est très populaire et très puissant et très reconnu. Ça doit faire partie de la stratégie aussi. Aujourd'hui, si tu veux mener une stratégie globale d'augmentation de la visibilité de ta marque dans, les IA, tu peux pas te dire que juste avec Reddit, ça va suffire. C'est une très grosse erreur si tu le penses. Ça doit faire partie de la stratégie, mais c'est pas la seule. Tu dois aussi créer du contenu sur ton blog ou sur ton site, tu vois? Enfin, en fonction Oui, bien du mot-clé sûr, que tu cibles, hein, tu les vois? sites internet ne sont Ouais, ouais. pas morts, loin de là, hein. Ça reste Au le contraire, curseur très bien sûr. différenciant, important. Ouais. Et d'un point de vue éditorial, les contenus que tu fais, je viens de dire, oui, il faut que ce soit des contenus experts, mais ça veut tout et rien dire. Oui. Si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur le curseur que tu essayes d'avoir, sur ces contenus-là, c'est lesquels? C'est très dur parce qu'en fait, moi, je suis dans un marché qui est hyper concurrentiel avec énormément de gens qui ont déjà à peu près tout couvert, tu vois? Donc, d'un côté, c'est facile parce que tu peux très facilement analyser la SERP, donc les résultats des moteurs de recherche, te dire quels sont les contenus qui ont été déjà abordés, comment est-ce qu'ils l'ont fait, sous quelle forme et simplement te dire, comment est-ce que je peux faire mieux?
Mais c'est là cet enjeu, tu vois, parce qu'on en revient encore à mon problème de taille d'équipe. Moi, j'ai des ressources qui sont limitées. Et comment est-ce que je fais pour optimiser au mieux mon rendement versus le résultat que je vise? Mmh. Donc aujourd'hui, je me suis mis à utiliser des outils qui me permettent de publier 4 à 5 articles par semaine OK. de blog. J'ai des hubs de contenu sur lesquels je travaille. Donc en ce moment, on est sur le hub chatbot, OK. AI chatbot, OK. qui est une des fonctionnalités qu'on propose aujourd'hui dans le produit. OK. Et je travaille via une méthode qui s'appelle les jobs to be done. OK. C'est un modèle de pensée qui te permet d'organiser ta création de contenu en fonction de solutions qu'apporte ton produit. Et donc, ça te permet, à partir de là, d'être capable de te dire, OK, voilà, là, pour AI Chatbot, j'ai déterminé qu'il y avait 12 grands bénéfices qu'on apportait aux entreprises. De ces entreprises-là, enfin, pardon, de ces bénéfices-là, et ben, en fait, on est capable de grouper des mots-clés qui vont te permettre de définir quels sont les contenus que tu dois créer par rapport à ces différents hubs-là. OK. Et donc, une fois que tu as défini ça, bah après, entre guillemets, tu déroules, quoi. Mmh. Tu as le titre de l'article, les mots-clés principaux, le hook, et donc après, tu peux mettre ça dans un outil de génération de contenu. Moi, typiquement, en ce moment, j'utilise Wisewend. OK. C'est bien. J'en ai testé d'autres avant, je vais en tester d'autres après. L'enjeu, de toute façon, si tu veux créer du bon contenu, la réalité, c'est que tu es obligé de repasser dessus. Bah, bien sûr, tu peux pas tout automatiser, il faut pas le faire, il y a des subtilités, on parlait de différenciation, c'est à Exactement. la fois sur la tonalité, mais c'est aussi sur le fond, le fond et la forme en tous Ouais, les ouais, cas. tout à fait. Ça permet de gagner un temps Ouais. de dingue, Bah ouais. mais il faut pas être fou justement en le Non. publiant directement. Exactement. Je pense que c'est essentiel, enfin même d'un point de vue image de marque, tu vois, interactivité. Enfin, en fait, moi, je me place toujours à la place du lecteur et je me demande toujours, est-ce que ce que je suis en train de produire comme contenu, ça me plaît, tu vois? Est-ce que je me dirais, ah, c'est cool à lire, tu vois? Ouais. Et du coup, m'oblige énormément à essayer de créer des choses qui soient divers et variées dans la forme, dans la structure, dans l'approche aussi. Et donc, on parlait d'engagement tout à l'heure. Typiquement, là, ce qu'on a créé pour ce hub AI Chatbot, c'est un calculateur de ROI. Ouais. Et donc, quand tu viens sur nos actes de blog, au-delà de la valeur qu'on apporte par rapport aux problématiques qu'on traite, on te permet de télécharger un outil qui va te permettre de calculer le ROI généré par ton chatbot Mmh. dans ton entreprise. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, après, toi, en tant que responsable de service client, bah, tu peux justifier de la performance de ton département, être capable de montrer aussi que l'outil que tu utilises, il est efficient. Donc c'est une approche basée sur la proposition de valeur et puis Exactement. forcément ça facilite, l'action d'achat derrière. Tout à fait. Et ce que je veux faire après, c'est transformer ça aussi en format publicitaire, Mmh. etc., etc. Pour le moment, j'ai pas encore pris le temps de le faire. OK. Là, je suis vraiment concentré sur la création de contenu organique parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. On s'aperçoit, hein, il y a un facteur énorme dans les prompts que je traque et la visibilité qu'on a dans les IA par rapport au contenu que j'ai créé. Enfin, vraiment, tu vois la courbe, elle est comme ça, quoi. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Tu parles beaucoup des nouveaux contenus sur les anciens contenus, ceux qui performaient déjà. Ouais, Tu reviens dessus aussi, pour il les faudrait, les clean? il Ouais, faudrait. peut-être, le côté ressources aussi, Exactement, OK, on va ouais. revenir à cette envie de priorisation. Ouais, Là, bien j'ai sûr. plus d'intérêt à travailler des contenus qui ont un double objectif. J'ai volonté aussi d'apporter plus de valeur à mes clients existants. Mmh. Pas faire que de Du l'éducation. newbies et voilà, Exactement. OK. On est très bon sur Newbies, mais il faut qu'on éduque aussi nos clients existants pour qu'ils évoluent dans leurs usages, ils grandissent eux aussi, ils continuent à nous accompagner, nous, dans notre croissance, et qu'ils restent clients de la plateforme. Et Mmh. donc pour ça, il y a des enjeux d'éducation, d'usage, d'adoption de fonctionnalités. Et donc j'ai essayé de mêler les deux pour faire en sorte que ça serve à la fois le nouveau business, mais aussi le business existant. Donc, tu vois, Mmh. on fait des webinars, par exemple, Ouais, bah, aujourd'hui, ça marche toujours super bien, hein. qui ne sont adressés que à nos clients existants. Ah OK, Et en fait, tu vois, pour l'adoption? ce calculateur de ROI, Ouais, on l'a créé à la base pour nos clients, ouais, mais en fait, on l'a adapté aussi pour pour la le revente nouveau après. business. Ouais, Ouais, exactement. OK. Et tu parlais également de GitHub. Alors Ouais. là, ça me surprend plus, Ouais. j'ai pas ça dans ma veille pour l'instant, qu'est-ce que vous avez trouvé comme tour de magie là? En fait, aujourd'hui, il y a des grandes sources de données qui sont utilisées par les LLM pour s'entraîner. Common Crawl, que tu connais peut-être. Mmh.
Wikipédia, mais il y a des trucs un peu plus sombres, entre guillemets, comme notamment GitHub. Et en fait, on est en train de tester, nous, actuellement, la possibilité de se dire que en optimisant nos repos GitHub, on en a beaucoup, parce qu'en fait, tu vois, Valérian, il maintient à peu près 30 à 40 repos GitHub open source liés à l'usage de Crisp. On a sur Crisp aussi un espace dédié à des choses qu'on publie et qu'on partage gratuitement pour que les gens puissent les réutiliser. Et on a aussi nos SDK, par exemple. Tu vois, on a un SDK iOS, un SDK Android, un SDK React. Et tout ça, c'est beaucoup utilisé. Il y a beaucoup d'étoiles sur GitHub. Tu vois, c'est un peu le côté review, la preuve récompense. sociale. Voilà. Et donc, on a découvert, au travers de papiers de recherche, que en fait, GitHub faisait partie des sources d'entraînement au même titre que Common Crawl, par exemple. Ok. Et donc, l'enjeu des semaines à venir, là, ça va être de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire un peu d'optimisation de création de contenu, à la fois sur le contenu existant qu'on a, et peut-être aller créer d'autres outils qui vont nous permettre d'améliorer le nombre de mentions de ta marque dans justement ces index d'entraînement. Ouais. Ok. Et en fait, c'est ça la clé, tu vois, aujourd'hui. Si tu es capable d'être cité dans ces index d'entraînement de façon plus fréquente, c'est évident que, in fine, tu seras plus cité dans les requêtes en lien avec ton parcours d'achat. Ouais. Ok, donc en fait, la finalité, c'est un peu de faire comme avec Reddit, mais là, via Exactement. une autre source d'informations et de données, quoi. Tout à fait. Ok. C'est tout à fait ça. Je l'avais pas encore C'est tout croisé ce type-là. Ça vient d'être découvert là. Il y a des papiers de recherche qui sont sortis, des mecs qui ont publié tout un tas de choses. J'en parlais avec Baptiste là justement ce matin. Il y a quand même pas mal de garde-fous et de choses à prendre en compte avant de se lancer tête baissée dedans. Bien sûr. Mais tu vois, ça peut te permettre de dire je crée des outils gratuits, par exemple. Ou ce qu'on appelle des boilerplates, donc tu vois, des templates clés en main pour les équipes de développement. C'est des choses qui se font beaucoup, qui permettent d'accélérer les temps de développement, c'est très intéressant. Et pourquoi ne pas en faire plus pour permettre justement une meilleure indexation, référencement, exactement, citation, plus de visibilité, tout à fait. Ouais. Ok. Donc ça peut permettre de driver toute une stratégie produit qui vient nourrir aussi ta croissance, quoi. Alors justement, mais il y a quelque chose qui me fait toujours halluciner chez Crisp, c'est votre côté lean growth, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu. J'aimerais bien qu'on creuse ça ensemble. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler le nombre d'effectifs que vous avez dans l'entreprise en tout et pour tout? Le plus gros de l'équipe, c'est du support client. Ouais. On a une équipe de 10 personnes au support client réparties entre la France, les Philippines, le Mexique, le Brésil et le Chili. Ouais. Et ensuite, on a 3 personnes au marketing avec moi. On a une personne sur la partie commerciale partenariat. Ok. Et on a maintenant 5 personnes sur la partie développement. Ok. Et on a recruté un UX designer cet été. Ok. Donc on est un petit peu moins de 20. Un petit peu plus de 20. Ouais. Un petit peu plus de 20. Ouais, un petit peu plus de 20 pour 10 000 clients, c'était les chiffres tout à l'heure. Ok. Tu vois, en moyenne, aujourd'hui, sur Crisp, c'est 1,5 à 2 millions de messages échangés chaque jour. Et en moyenne, c'est 250 millions d'utilisateurs mensuels. Ok. Ouais, donc, quand je dis 250 millions, c'est les personnes qui utilisent nos services au travers de nos clients. Donc, moi, quand je vois ces chiffres-là, déjà bravo, parce que je trouve que c'est quand même monstrueux. Vous avez des équipes qui sont, tu viens de nous le dire, étalées sur plusieurs fuseaux horaires. Ouais, tout à fait. Tu veux dire plusieurs aussi cultures. Oui. Il y a une culture européenne, latine, d'Asie depuis peu aussi par rapport à ton équipe. Ouais. Comment ça tient justement culturellement dans l'entreprise? C'est quoi vos bonnes pratiques pour que tout le monde puisse collaborer les uns avec les autres? Et entre les fuseaux horaires, mais aussi entre les différentes fonctions métiers qui doivent cohabiter et se compléter. Ouais. C'est quoi vos bonnes pratiques là-dessus et vos certitudes? Nous, on a aujourd'hui une culture qui tend à entre guillemets, interdire les réunions. Ok. Donc on fait pas de réunions. On n'a pas non plus d'objectifs et pas de deadline.
Ok, c'est super dingue. Ouais. Ce que moi dit comme ça peut me paraître hyper flou de l'extérieur, j'entends. Oui. Comment, pour vous, ça reste hyper clair en interne au service du revenu et de la croissance? On recrute des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Ok. Des gens qui ont de l'expérience et qui sont capables d'être autonomes sur les tâches qu'ils mènent. Et c'est essentiel quand tu as une entreprise qui est distribuée à travers le monde. Parce qu'en effet, le management est complètement différent. Donc du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir faire confiance à 100% aux gens avec qui on travaille pour que quand on leur assigne une tâche, et ben en fait, on soit sûr qu'ils puissent l'accomplir pleinement et de la meilleure des façons. Ok. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Tu vois, c'est une des valeurs qu'on a, c'est la confiance, ce qu'on peut appeler aussi l'ownership en anglais. Cette volonté qu'on a, c'est de dire, bah, si tu fais quelque chose chez Crisp, tu le fais de A à Z. Et en fait, on te met pas de deadline parce qu'on veut que tu sois suffisamment fier de la qualité de travail que tu as menée pour le délivrer. Ok. Et ça correspond un peu aussi, tu vois, aux devs qu'on recrute, par exemple. L'examen d'entrée, c'est de développer un chat. Et on Ok. leur donne pas de deadline sur le rendu. On leur dit juste, bah, quand tu es content de ce que tu as fait, tu nous le dis, tu nous envoies le package et on regarde. Ok. Donc ça, c'est des choses très, très concrètes. Et après, c'est beaucoup de communication écrite, en fait. Et beaucoup d'insynchrone, j'imagine. Exactement. Ok. C'est quoi, vous êtes sur Slack, vous êtes... ok. Tout à fait. On est sur Slack. On s'écrit beaucoup de choses. On s'envoie beaucoup de messages. Et on fait beaucoup de multitâches. Enfin, moi, en tout cas. C'est beaucoup de petites tâches qui sont traitées au jour le jour. Ouais. Ok, ok. Et comment vous faites avec cette dimension d'équipe quand il y a besoin, par exemple, en avant-vente, de faire de la démo? J'ai bien compris le côté touchless, mais il Ouais, y a bien des moments donnés où c'est nécessaire. tout à fait. Même question sur le côté support client, en fait. Pour la partie commerciale, on a un modèle de scoring hyper avancé qui nous permet de prioriser les demandes de démo qu'on a. On a 3 profils de personnes qui sont scorées. On va avoir du cold lead, du warm lead et du hot lead. Ok. Les démos ne sont faites que au hot lead. Ok. Et on est en train de mettre en place un agent vocal IA qui va rappeler les warm et les cold pour s'assurer qu'ils sont vraiment warm et cold. Ok. Et Avec quelle techno vous allez faire? alors, c'est un outil qui s'appelle Pito, Ok. qui est développé par Alexandre Taillandier. Et du coup, c'est très intéressant parce que, bah, encore une fois, dans une logique de ressources limitées, nous, ça nous permet de s'assurer que le scoring qui a été réalisé, il est juste et bien, et qu'on ne passe pas à côté d'un deal monstrueux, tu vois. Ouais. Mais plus globalement, l'IA vocale, moi je suis persuadé que ça va se généraliser, hein. On a des démos, moi celle que j'ai en tête, c'est Aircall. Ouais, Je pense que tous les téléphonies cloud, etc. vont ouais, ouais, sortir ouais, le ouais, leur. ouais, ouais. C'est hyper bluffant, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir un appel entrant, tu peux le contextualiser, Mm. et c'est ton IA vocale qui répond, et Ouais. tu as l'impression vraiment que tu as affaire à quelqu'un Un humain, ouais. hyper humain. Ouais, Tu as ouais. les je me réfléchis et tout, Ouais, et ouais. franchement, on y voit que du feu. Ouais, ouais. C'est hyper fonctionnel. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà un peu le cas d'usage là qu'on va être amené à réaliser. Et donc ça, c'est pour la partie commerciale. On a Romain. Donc moi, historiquement, tu vois, quand je suis arrivé, j'ai structuré cette partie commerciale. Au bout d'un moment, bah, je pouvais plus. Donc on a recruté Romain. Romain, il est en charge de gérer à la fois toutes les demandes de démo et la vente enterprise, et également aussi la partie partenariat. Ok. Donc partenariat, c'est tout le travail qu'on mène avec les agences pour faire en sorte qu'en fait, on ait ce canal de distribution, on va dire tiers, sur lequel on puisse s'appuyer. Et donc ça fait partie aussi de la stratégie de petite équipe, tu vois. C'est qu'en Ouais. fait, on sait que du coup, on peut pas être partout, mais en fait, on amène des clients aux agences qui, du coup, s'occupent de l'implémentation, par exemple. Ouais. Parce que nous, on vend pas de service. Typiquement ce que Make the Grade fait avec HubSpot. Exactement, tout à fait. Sans intégration de notre part, où on va personnaliser la technologie au service des bons organigrammes, des Ouais, bonnes de spécificités métiers. l'industrie, voilà. Ça, Ouais, il y a une proportion de churn et de perte ouais, client qui est plus importante. tout à fait. Et puis en plus, il y a une capacité à
à reconduire plus facilement vos contrats logiciels, Ouais. à upseller en fonction aussi de ce que vous proposez. Enfin, c'est hyper On clé. parlait de l'enjeu de la relation humaine tout à l'heure, soit ils l'ont parfaitement compris, hein. Ouais. Ah, là-dessus, ils sont très, très, très avancés. Bien Pour le sûr, coup, ouais. je peux tamponner ça. C'est clair. Donc non, mais voilà, c'est des enjeux, qui sont essentiels. Ensuite, pour la partie, customer support, customer success, donc le support aujourd'hui, on le fait que par écrit, chat et email, ce qui nous permet du coup, d'avoir un niveau de de scalabilité qui est vraiment efficace. OK. Tu vois, le problème du support téléphonique, c'est que quand tu es au téléphone avec une personne, tu peux qu'avoir une seule personne. Ouais. À contrario du chat, où en fait, tu vas être capable de gérer 5-10 conversations en même temps. Mmh. Donc ça apporte de l'efficience. On a aussi déployé notre propre solution chez nous. Ouais, Et donc, autant qu'à faire. exactement, on est nos premiers bêta-testeurs. Ouais, Et trop ça, bien. c'est une des solutions clés aussi pour comprendre les problèmes qu'a notre propre produit, tu vois. Donc là, on sort une nouvelle brique d'IA dans les semaines et jours à venir. Pour quel usage? Support client, OK. un agent IA avec, tu vois, des MCP, des intégrations. Et donc, on va être capable d'aller, tu vois, on parlait de cette logique d'automatisation de tâches. Mmh. Je sais pas si tu connais Delicity. Non. Delicity, c'est une alternative à Deliveroo, OK, française. Ils sont basés à Nice. OK, Ils ont aujourd'hui 2500 restaurants, tu vois. Ça cartonne vraiment bien. Ils utilisent Crisp pour la gestion OK, de leur support client. OK. Et du coup, eux, ils ont des enjeux de relations support client avec les restaurateurs. Mmh. C'est eux les chouchous, quoi, tu vois. Ouais, Et OK. donc, le CEO me faisait part de problématiques autour de la réalisation d'actions. Comment est-ce que je peux faire en sorte que automatiquement j'envoie des flyers Delicity à ce restaurateur OK. sans que le mec ait à nous appeler en plein rush. Et ça, c'est typiquement le genre d'actions qui vont être automatisables avec l'agent IA qu'on sort dans les semaines à venir grâce à la technologie MCP, qui est une Ouais. technologie qui permet de réaliser des suites d'actions. Euh, donc ça, c'est la future promesse de l'IA. Ouais. C'est au-delà de l'aspect conversationnel, c'est aussi l'aspect action Réserver des tables, exactement. et Ouais, cetera, tout à fait. les annuler, augmenter, rajouter 2 personnes s'il faut, ce genre de choses pour ce contexte-là. Et en parlant de contexte, j'imagine que votre chat est raccordé à toute une base documentaire, Ouais, potentielle, interne, et cetera, exactement. pour justement contextualiser Ouais, les demandes? tout à fait. En fait, aujourd'hui, c'est des entraînements multisources. Et donc, tu vas pouvoir entraîner ton IA sur tout un tas de fonctionnalités, de workflow, de processus internes, en lui faisant ingérer, en fait, tu vois, des PDF, des FAQ, tes données conversationnelles également aussi en cours, peut-être le contenu de ton blog ou de ton site web si tu as beaucoup travaillé sur ces choses-là. Et bien évidemment, ton centre d'aide, tu vois, Mmh. tous les articles que tu as qui expliquent comment utiliser ton produit, ça vient nourrir aussi l'IA. Donc, ouais, il y a pas mal de sources qui sont accessibles. Et là, on est en train d'ajouter du coup les intégrations aussi, tu vois, le Trello, le Jira, le Ouais. Notion, le Shopify Ah, les synchros, pour tout logiciel, ça, c'est pas que pour vous, et c'est le hyper Stripe clé. aussi, par Ouais, bien exemple, sûr. tu vois. Donc, Ouais, là, automatiser les paiements, c'est les questions autour de la facturation pour un SaaS, c'est cœur de cible. La fameuse question où est ma commande quand tu fais du commerce, ça c'est pareil aussi, ça va être automatisé. Enfin voilà, plein de choses comme ça en fait qui arrivent et qui sont essentielles pour la performance des entreprises. Ouais. et c'est là où c'est passionnant parce qu'il y a des places à prendre sur les usages, notamment boostés Ouais, par l'IA. ouais. J'imagine que c'est un acte de différenciation pour, Ouais, continuer de développer votre marque avec une portée mondiale, on va ouais, dire, tout à fait, internationale. tout à fait. Mmh, donc on a parlé de ça, on a parlé de votre culture qui est différenciante, Ouais. et justement, c'est quoi vos autres axes de différenciation pour, lutter, combattre, comme tu disais tout à l'heure, contre, d'autres géants qui peuvent être en frontal avec vous? Il y a cette proximité humaine, je pense. Mmh. Tu vois, on va assez peu souvent sur des événements ou ce genre de choses, mais quand on y va, les gens ils hallucinent de nous voir, de voir comment est-ce qu'on est accessible, sympa et proche des gens normaux au final, tu vois. Et ça, je pense que ça plaît aussi. Hem, on a ensuite, heu, une, un positionnement tarifaire qui est extrêmement, différenciant par rapport à nos concurrents aussi. Ça joue Compétitif, beaucoup, ouais, ouais. ouais. On a également aussi un onboarding qui est différent.
Tu vois, aujourd'hui, tu peux arriver, créer ton compte, utiliser Crisp, tu as besoin de parler à personne, tu vois. Et ça, c'est hyper moderne. Tous les mastodontes, ils veulent que tu parles à un sales. En fait, la plupart des gens, enfin, je sais pas, imagine, tu rentres dans un magasin et il faut que tu parles absolument au vendeur avant de pouvoir te mettre à essayer les vêtements. Mmh. En fait, c'est trop relou, quoi. Ah, ça dépend de plein de choses, mais effectivement, vous, Tu vois? je pense aligné à la politique de pricing que vous avez aussi, Oui, oui, ça permet de rendre hyper accessible l'activation, de exactement. ce premier Ouais, aha ouais, moment tout à là fait. et ça, c'est vraiment une force, c'est clair. Donc voilà, c'est comment dire, ça c'est un axe de différenciation également aussi. Et puis, le support par exemple, tu vois? Tu me posais la question de comment est-ce qu'on fait le support? Le support lui, c'est un axe de différenciation, Mmh. heu, stratégique pour nous parce qu'on a un service client qui est extrêmement bon par rapport à celui de nos concurrents. Et ça, c'est vu par nos clients, par également aussi les gens qui changent de solution et qui viennent chez nous. Et qui disent: «Mais c'est incroyable la qualité de votre support, il est fantastique». Et donc ça, tu vois, pareil, élément de différenciation. Et après aussi, on va avoir, la profondeur, fonctionnelle. Tu vois, OK. typiquement aujourd'hui, que ça soit, les API, les SDK, en fait, on a des choses qui sont extrêmement, détaillées et extrêmement, avancées par rapport à ce que les autres acteurs peuvent proposer. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que, Crisp aujourd'hui, c'est une marque qui attire, ouais. Mmh. Et question bonus sur ce positionnement, cette différenciation, on parle beaucoup de souveraineté et Ouais, beaucoup de logiciels américains. Je sais ouais, bien de quoi, tout à fait. je parle, qui équipent nos entreprises, Ouais, françaises, ouais, européennes, ouais, très souvent par, défaut de solutions alternatives, en local. ouais, Là, on a un exemple avec, Crisp en ouais, local, il y a une tout à fait, solution sur les use cases que vous délivrez. tout à fait. Est-ce que ce côté un peu French touch, elle vous aide des fois ou Ouais. pas du tout? Sur le marché français, oui, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en disant: «Ah, vous êtes une boîte française, super, j'ai envie de vous parler». Hem, on a également aussi, cette positionnement européen et ça plaît beaucoup aussi. On a beaucoup d'entreprises européennes qui sont venues chez nous parce qu'en fait, elles voulaient que leur données soient hébergées en Europe. Ah Et oui. donc au-delà de cet aspect franco-français, nous, le positionnement vers lequel on évolue, c'est, cette volonté d'être, vu et perçu comme l'acteur, européen de la gestion du support client, partout dans le monde, ouais. OK, trop bien. C'est hébergé où les données, chez vous? Alors pour tout ce qui est IA, c'est en France, c'est OK, chez Scaleway. OK. Et après pour tous les données conversationnelles, c'est, entre, l'Allemagne et les Pays-Bas. OK. OK, ça marche. Bon, ça en général, c'est les spots, européens. Ouais, c'est clair. J'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ce virage IA qui est juste, hyper important, Ouais, c'est clair. et assez transcendantal. Chez Chris, bon, vous avez clairement pris le virage depuis un petit moment. Je pense que vous avez été, par rapport à vos use cases, encore une fois, les premiers où j'ai vu une communication sur LinkedIn, Mmh, 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 notamment. mmh, mmh. Selon toi, en termes de vision, le futur des chatbots, le futur de la relation client augmentée, Mmh. c'est quoi? C'est un monde dans lequel, les humains et les IA cohabitent. Oui. C'est un monde dans lequel, les intelligences artificielles vont prendre le gros des conversations. Nous, on le voit aujourd'hui, on a des clients qui arrivent à automatiser jusqu'à 80 des conversations de type informationnel. Donc tu vois, un e-commerçant, par exemple, sur une période comme on est en train de vivre, aujourd'hui, Black Friday qui arrive, Ouais. période des fêtes, donc tu vois les moments clés d'une année, quand tu fais, du e-commerce, il est capable d'automatiser jusqu'à 80 des demandes informationnelles. Donc tu vois, autour de la suggestion de produits, de l'accompagnement à la vente, toutes ces choses-là. C'est monstrueux parce que du coup, ça veut dire que tes équipes, elles peuvent se concentrer sur les problèmes qui, sont, plus complexes et du coup se dégager entre guillemets du bruit qui a peu de valeur. Donc c'est un double effet. Ça permet de refocaliser tes équipes aussi et moi je pense que le métier de support, il va évoluer. Tu vois? Il va évoluer plus dans un rôle d'architecte. Parce que demain, Intéressant. l'agent de support, il aura plus pour objectif de faire que de répondre aux demandes entrantes. Il va avoir pour objectif aussi d'entraîner l'IA, tu vois? De façon continue, de faire en sorte que l'IA, elle s'améliore, de faire en sorte aussi que, les intégrations qui soient faites, avec les différents outils, se fassent bien, qu'on soit capable d'aller, détecter que, là, il y a un problème avec le produit parce qu'en fait, l'IA a détecté qu'il y avait une hausse du nombre de demandes par rapport à ce sujet-là en particulier et cetera et cetera. Mmh. Tu vois? C'est vraiment
en tout cas, moi, la vision que j'ai de support client, c'est qu'on va être capable d'automatiser énormément de choses. Donc, l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Emma Finance, c'est exactement ça, tu vois. À nombre de personnes égales, ils ont été capables de gérer 127% de conversations supplémentaires. Ce qui est monstrueux, tu vois. Ouais, et accessible en même temps. Donc c'est pour ça que Exactement. c'est vraiment des victoires colossales et Ouais, faciles. exactement. Et donc, l'enjeu, il est là, tu vois. C'est comment est-ce que tu es capable aujourd'hui d'entraîner une IA qui soit capable de répondre à tes objectifs, d'apporter de la valeur à tes clients, de pas les frustrer, parce qu'il y a quand même tout un pan de la population qui a encore, tu vois, bah, cette peur et puis peut-être cette volonté de parler à des humains au final, pas de parler à des robots. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais, Il y a ce virage IA, ouais, tout le monde l'a compris. oui, C'est-à-dire que chez les entreprises, on veut s'équiper, se transformer et muter. Chez les fournisseurs, exemple logiciel SaaS, ouais, on doit se transformer aussi pour proposer les bonnes fonctionnalités. ouais, tout à fait. Comment, toi, en tant que CMO, tu as un intérêt de maîtrise d'image de marque dans ce virage à entreprendre? Mmh. Tu évites et tu maîtrises le côté, AI washing un peu. Mmh. Ce côté un petit peu, on fait de la surpromesse, mais on n'est pas prêt au produit et puis c'est un petit peu trop perceptible et puis ça peut avoir aussi des effets un peu néfastes, Ouais. d'un point de vue extérieur. Donc déjà, pour te donner un ordre d'idée, on a analysé le top 100 de nos clients les plus actifs sur Crisp. OK. Donc, c'est des clients du monde entier. Parmi ce top 100, on s'aperçoit qu'il y a seulement 49% de ces clients-là qui utilisent notre chatbot à l'heure actuelle. Donc, qui automatise la réponse, ce qui est faible, hein. Et on Ouais, parle de quantité de conversations qui sont monstrueuses. ouais, OK. Et du coup, l'enjeu, il est là dans un premier temps, c'est de se dire comment est-ce que tu éduques ces gens pour aller vers de l'automatisation. Et ça, en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas de la hype. C'est juste, entre guillemets, du bon sens, de se dire, bah, vous avez des solutions qui sont là, à votre disposition, qui sont fonctionnelles, qui ont des impacts qui sont prouvés. Comment est-ce qu'on vous aide à aller vers ces usages-là? Et ça, c'est le rôle du marketing, tu vois, Ouais. de créer de l'éducation, de créer de la formation, d'accompagner aussi la perception de valeur. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui auprès de notre clientèle pour faire en sorte qu'ils se lancent. Et puis, en tant que directeur marketing, il y a un enjeu aussi d'éducation des équipes en interne, tu vois. Ouais. Comment est-ce que je fais en sorte que moi, mes équipes, elles prennent en main ces outils, elles se l'approprient Mmh. et puis elles s'en servent pour être plus productives. Comme on en revient encore à cette histoire de ressources, tu vois. Moi, j'ai besoin que mes équipes, elles utilisent les outils qui les rendent les plus efficaces au jour le jour. Parce qu'on a des enjeux de réactivité, de production qui sont monstrueuses, VS des équipes de 100, 200 personnes qui, elles, peuvent shipper des trucs hyper facilement par rapport à nous. Mmh. Donc ça, c'est un double enjeu, entre guillemets. Tu vois, tu as cet enjeu, tu vois, auprès de nos clients, mais tu as l'enjeu aussi en Interne. interne avec les Mmh. équipes. Et ça passe pareil par de l'éducation et par aussi, je pense, beaucoup d'exemples. Tu vois. Moi, je pense beaucoup que euh, si tu arrives à inspirer les personnes avec lesquelles tu travailles, et ben du coup, elles sont capables de s'y mettre aussi, quoi. Donc le côté leadership, Ouais, montrer, exactement. être un doueur Ouais, aussi et être pour dans les que tranchées, ouais, je ouais, pense que c'est essentiel ouais, pour accompagner tes équipes, tu vois. bien d'accord. Et du coup, ça fait partie de ce que je fais, tu vois. C'est pour ça que je continue à produire les articles de blog, que je suis sur Midjourney à générer les thumbnails de mes articles, Mmh. etc., etc. Tu Bah, gardes ouais, l'opérationnel, de toute façon, c'est essentiel, hein. Faut en tant que leader B2B, mais même un peu également en sales et au support, ouais, faut garder toujours une partie opérationnelle pour garder un pied dans la ouais, réalité, terrain exactement. et c'est comme ça qu'on peut coacher les autres aussi et c'est comme ça qu'on peut plus facilement incarner son leadership Mmh mh. et c'est comme ça qu'on fait de la croissance. Ouais, Mmh. exactement. Donc voilà, ça fait partie des sujets du moment, ouais. Et moi, j'essaye de pousser, tu vois. J'ai écouté un podcast très intéressant récemment là sur la chaîne de Lenny Rafchinsky. OK. Et c'était une femme qui venait parler de management justement et qui expliquait, qui posait la question de bah, comment est-ce qu'on fait en sorte que plutôt que les équipes deviennent 2% meilleures chaque mois, et bah, elles deviennent 2% meilleures chaque semaine. Ah intéressant, donc d'être plus véloce dans Ouais, la montée en exactement, compétences et tu vois. la prise de responsabilité. Et OK. l'expérimentation et l'impact, ouais. OK. Donc ça, Ah ça, c'est des c'était bons sujets bonne ça. question à se poser, ouais. Donc je récapitule pour éviter ce côté AI washing et bien prendre le virage. Il y a une partie analytique basée sur vos clients,
Il y a une partie éducation de vos clients. Je peux reciter l'exemple de tout à l'heure avec vos webinaires, Ouais, dédiés à votre clientèle. tout à fait. Et il y a une partie aussi, posture interne, de leadership, d'autonomie Mmh et mh. de montée en compétences avec de la formation, mais Ouais, assez asynchrone la ouais. formation chez vous, Ouais, 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 en OK. effet, on essaye de faire Aussi? de pousser à ce que les gens utilisent les produits par eux-mêmes et au-delà de ce que tu viens de dire par rapport à ce AI washing, juste être capable de prouver par A plus B qu'il y a des résultats et que les entreprises, elles ont de l'impact et en Mmh. fait, le webinar qui a eu le plus de succès cette année pour nous, c'est celui qu'on a fait, le mois dernier où on venait justement raconter l'histoire de Emma Finance et des, 127 de Ouais. conversations, gérées en plus, tu vois? Mmh. Sans embauche Mmh. et en fait, les gens se disent: «Waouh! Ah ouais, ça y est, on y est, quoi», tu vois? De toute façon, les cas clients, c'est ce qu'il y a de plus puissant, hein. Exactement. Non, non, mais c'est vrai, mais tu vois, ça fait partie de la démarche marketing aussi, de Ouais. devoir être capable de créer des cas d'usage qui apportent de la valeur aux gens et qui, leur permettent de se projeter, en fait. Parce que nous, ce qu'on voit comme étant le plus gros frein, c'est la capacité qu'ont, les gens qui nous utilisent à, adapter les cas d'usage à leurs propres, problématiques Mmh. et donc ils nous le disent sur les webinaires, tu vois? «Ah, c'est super parce que, il y a jamais rien de mieux que de voir comment font les autres. Parce Mmh. que moi, ça m'inspire». Mmh. Et donc ça, c'est vraiment un gros apprentissage qu'on a eu au cours de l'année. Début d'année 2025, on s'est mis à faire des webinaires tous les mois, un par mois. On est arrivé là à novembre, on va encore en faire un le mois prochain. Et moi, j'ai poussé des analyses derrière aussi pour voir si ça avait un impact sur le churn, par exemple, tu vois. Et donc, on est en Et train de alors? regarder tout ça. Bah, j'ai pas les chiffres. Ah! Ouais, c'est. Je veux bien l'avoir. Moi, je suis persuadé que le format webinaire, il est extraordinaire parce que moi, je suis convaincu du format mensuel webinaire, Ouais, mais à la fois, il faut trouver les bons sujets éditoriaux, mais qui ouais, doivent parler à la fois à la base client existant oui. et à la fois à la base, prospect. Ouais, ouais, Comme ça, tu gagnes un temps, de dingue tout à et fait. tu éduques tout le monde en même temps et il y a des sujets qui font consensus. Il faut juste trouver les Ouais, problématiques. tu as raison, tout à fait. Juste une petite question à 1 000 000 $ Ouais, sur l'avenir, et le futur du support client ouais, toujours. ouais. Selon toi, ça va partir et ça va évoluer sur quoi? Est-ce que ça va évoluer sur, no human in the loop, pas Mmh, d'humain dans la boucle du mmh, tout mmh, et mmh. l'IA, conversationnelle? Ou alors est-ce qu'on s'oriente plutôt vers le format très hybride de l'humain boosté à l'IA? Mmh. C'est quoi les Je ce pense que que tu je envisages? pense qu'il y a les 2, tu vois? Je pense que tu vas avoir des OK, boîtes qui vont vouloir avoir 100 d'automatisation. Vraiment. Mais ça va arriver, tu vois? C'est pas, quelque chose il y en a de déjà, hein. ça existait déjà. Hem, Après je pense que le niveau de qualité est pas encore présent, tu vois? Quand on regarde les benchmarks, d'automatisation d'un point de vue, notamment d'un point de vue automatisation de tâches, bon, on n'est pas encore au niveau de ce que peut faire un humain. Bien sûr. On est à 20, à peu près entre 20 et 30. En revanche, je pense qu'il y aura des entreprises qui auront toujours besoin d'avoir des humains dans la boucle. Et donc, le système, comme tu dis, hybride, à mon Mmh. avis, sera un système, qui sera très efficace pour, plein de raisons. Et être capable du coup de combiner automatisation, accompagnement, à la performance parce qu'en fait une IA c'est pas que un chatbot qui, répond aux questions automatiquement. Une IA, c'est aussi une IA qui suggère des réponses à des humains pour les rendre, plus efficaces et être capable d'augmenter le nombre de conversations gérées par jour, par exemple. Mmh. Ça va être une IA qui va te résumer les conversations également aussi. Ça va être une IA qui, sous forme de copilote, va peut-être te dire: «Bah, voilà le workflow, lié au processus interne présent dans Notion, par rapport à la problématique que ce client vient d'évoquer». En fait, tu vois, il y a plein de gens qui ne voient que, l'IA par le prisme des chatbots, ce qui est une erreur. Bien sûr. Il y a énormément d'autres usages internes aux entreprises qui, vont apporter de la productivité. Par exemple, le routing des conversations. Mmh. Le routing des conversations, aujourd'hui, il est en train d'être changé profondément parce que l'IA est capable d'interpréter et de comprendre beaucoup mieux les problématiques, soulevées par les clients et donc d'améliorer la qualité, des assignations et le routage de ces conversations auprès des bonnes équipes. Donc tu vois, je pense qu'il y a énormément d'impacts qui vont, avoir lieu dans ce métier et le métier qu'on connaît de l'agent de support va changer. Heu, Malheureusement, moi, j'ai des clients qui me disent aussi qu'ils se sont séparés de certains membres de leurs équipes, tu vois? Mmh. Mais pas que dans le support, en fait, c'est global. Mmh. Et une entreprise, par exemple, au Vietnam, là, avec qui j'échange beaucoup, et ben, ouais, eux, ils sont passés de 140 personnes dans l'entreprise à 90.
Ouais, donc des gros gaps, quoi. C'est monstrueux. Donc, moins de personnes, on se concentre sur le métier, on gagne du temps. Il y a Ouais. quand même ce côté automatisation pour faire gagner du temps à nos équipes, Oui. pour se concentrer sur le conseil, sur la délivrabilité et la satisfaction client. Ouais, je pense que l'enjeu et c'est ça la finalité, tu vois? Mmh. Et in fine, le revenu et la Bien sûr. rétention et aujourd'hui, le support client, ça reste un élément essentiel de gestion du renouvellement, de l'augmentation, du revenu moyen par compte et en fait, avoir un bon support client, c'est l'assurance de limiter le churn, d'améliorer aussi, le renouvellement. Tu vois, là, pour du SaaS, on est en fin d'année, c'est des moments clés, Mmh. comme pour le e-commerce aussi d'ailleurs, hein, tu Mmh. vois? Ouais, pour tout le monde, hein, Q4. Exactement, Bah, pour ouais. le service aussi, je te confirme. Donc voilà, tu vois, c'est des moments clés pour les entreprises et avoir un bon support client ça permet en fait de «séréniser» entre guillemets, heu, et de sécuriser des revenus qui sont essentiels pour les entreprises, ouais. Ah, ça fait une bonne conclusion. On va Mmh. attaquer la toute dernière partie, ensemble, Allez, Antoine, donc avec des questions un peu plus légères. OK, Pour information, c'est les mêmes questions que je pose à tous les invités. OK. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est, comment tu fais aujourd'hui pour, maîtriser ton équilibre entre la vie pro et la vie perso? Ah, c'est intéressant. Toi, globe-trotteur que tu es. Ouais, il y a plein de gens qui ont cette volonté de dire: «Il y a pas d'équilibre vie pro, vie perso, c'est la guerre». Mmh. Il y a des gens qui arrivent à vivre comme ça, tu vois? Moi, j'ai besoin de faire beaucoup de sport, par exemple. OK. Tu vois? C'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Donc ouais, j'essaye à la fin de presque chaque journée, ouais, je dois faire du sport, 5 ou 6 fois par semaine, je pense OK. et Bravo pour ça. ouais, Belle rigueur. ça me permet de m'aérer l'esprit, de prendre un peu de recul et au final, ça me fait beaucoup de bien, de me vider la tête, ouais. Mmh. Parce que c'est des moments où en fait, tu penses pas au travail. OK, donc Tu toi, vois? tu Tu es as dans ta bulle et tu es avec d'autres gens. Tu discutes d'autres choses et moi ça me fait beaucoup de bien et ça me permet du coup de construire aussi une forme de résilience. mmh, Parce qu'au final c'est ça, tu vois, ce qu'on fait chez Crisp, c'est dur, c'est la réalité, hein, c'est vraiment pas facile d'être, une petite équipe face à des géants des avec une mastodontes. exigence aussi, tu vois? On est très exigeants envers nous-mêmes tous. C'est ce qui nous permet d'être là où on est aussi. Mais voilà, chacun dans l'équipe, on a notre petite façon de gérer cet équilibre, et ouais, moi, ça passe par le sport, je Pas un pense, ouais. sport, OK. Ouais, Quoi comme exactement. sport? Je fais du crossfit et du triathlon. OK. Ouais, Effectivement, là, ça demande, beaucoup un d'entraînement, peu beaucoup d'implication, ouais. de régularité, donc c'est assez relié au marketing, hein, on Exactement. pourrait transposer. OK. Ma seconde question, c'est, et justement, je suis content de te la poser. Selon toi, les caractéristiques d'une entreprise qui réalise une croissance saine, Ouais. c'est quoi? Une entreprise qui, a des coûts d'acquisition qui sont raisonnables. Ouais. C'est, une entreprise qui, hem, est capable aussi de grandir sans aller trop vite. OK, t'entends quoi par là, par exemple? Aujourd'hui, les entreprises qui lèvent des fonds, par exemple, ont, cette volonté, d'embaucher à tout va Mmh. et de de créer, tu vois, une forme de hype autour du nombre d'employés qu'ils vont recruter, du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Mais au final, au niveau de l'excédent brut, Quand c'est l'ego c'est prend le très dessus, négatif. quoi. Bah, je sais pas si c'est une question d'ego, mais c'est juste, tu vois, une position qui est, pas saine, à mon avis. Mmh. Hem Et je pense que la période dans laquelle on vit, aujourd'hui, «réapprend» entre guillemets beaucoup l'humilité, et je pense que ça, tu vois, l'humilité, c'est un élément important aussi dans une croissance saine, tu vois? C'est être capable de se dire: il faut qu'on gagne de l'argent au final, tu vois? Ouais, Parce que, c'est le b.a.-ba, hein, ouais, de ouais, les poches sont vides. ouais, ouais. Ou à remplir, Ouais, exactement. donc créer de l'emploi, oui, mais stable et durable et Ouais, le faire, exactement. De façon pas comme saine une et voilà, pas et comme une course, infinie. et comment dire? Et pérenne, ouais. Mmh. Mmh. OK, très clair. J'ai l'habitude de dire qu'il y a pas d'odyssée sans adversité. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand ennemi? Waouh! À titre personnel ou à titre, Global, ouais, donc ça professionnel, peut ouais? être, perso, pro, OK. bah, les 2 sont tellement liés, Ouais, c'est clair. mmh, Notre plus grand ennemi, c'est aussi notre plus grande force, c'est notre taille, tu vois? Parce qu'en fait, entre guillemets, «on passe notre temps à courir après des choses qu'on n'a pas» mmh. et du coup, c'est pas toujours très facile, ouais. Donc tu vois, là, moi, je me retrouve à, n'avoir jamais créé de contenu de blog
sur Crisp parce que je m'étais focalisé que sur des occurrences très bas de funnel. Ouais. Et ben en fait, là maintenant, je suis obligé de cravacher de fou parce que j'ai un retard monstrueux sur ces sujets-là. OK. Donc je saurais pas trouver le bon adjectif pour décrire, tu vois, la question que tu viens de me poser. Bah, le plus grand ennemi, du coup, c'est la capacité à être endurant, finalement. Ouais, et c'est à la fois aussi là où on est fort, tu vois. Je sais Avoir pas. un ennemi, c'est pas forcément une faiblesse, donc la Ah, réponse peut-être, me t'as va raison. très, très bien. Ok. Hem et si tu avais un conseil, au Antoine, Goret des tout débuts, Mm. tu lui dirais quoi aujourd'hui pour embarquer dans cette aventure-là, Chez Crisp, Ouais. bah commence à créer des contenus de blog plutôt. Bah, du coup, c'est l'occasion, ouais. Donc tu lui dirais quoi? D'être dans l'action, d'être, Non, mais il était déjà, doer il ou il était était déjà dans déjà, la. j'ai Bah l'impression? ouais, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Non, il y a plein de choses. Ouais, bah tu vois, on n'a pas parlé du churn aujourd'hui, par exemple. Mais le churn, on s'est rendu compte chez Crisp que c'était un vrai sujet OK. pour nous et qu'en fait, on est très fort sur l'acquisition. On va l'être encore plus, mais on est déjà très bon. On est bon sur l'upsell aussi. Mais en fait, le churn vient nous plomber la performance commerciale mensuelle, OK. mais de façon assez importante. Et du coup, on a, depuis le début de l'année, commencé à le mesurer, parce qu'on ne le mesurait pas jusqu'à présent. Ah ouais, OK, Ouais, ouais, je non, pensais non. que c'est ah ouais, OK. Non, non, on savait pas trop. Surprenant. Ouais, ouais. Et donc, on a commencé à le mesurer, on a commencé à en prendre conscience, à en parler. On a fait en sorte aussi, tu vois, d'évangéliser beaucoup les équipes sur ces sujets-là, en disant que c'était très important pour nous, que ça devait être un sujet pour toute l'entreprise et qu'il fallait se battre, tu vois, pour garder nos clients. Et on a implémenté, tu vois, des gros changements. Tu vois, on a revu tout le processus d'upsell du produit. On a revu tout le processus de downsell aussi. Donc, toute l'expérience que les gens ont quand ils veulent quitter Crisp. Exactement, ouais. On a également aussi énormément travaillé sur tout l'aspect onboarding. Comment est-ce qu'on utilise Crisp au début, etc., etc. Et c'est vrai que ça, c'est structurant aussi pour une entreprise, tu Ouais, vois. puis même pour piloter, Exactement. vous avez votre NRR maintenant, le Ouais. net, retention Net revenue? retention rate, ouais, tout Ouais. à fait. Ouais, Exactement. ça va, vous arrivez à le calculer? Parce Ouais, que ça, ouais, c'est ouais, ouais. facile à définir, c'est moins facile à faire dans les tableaux Nous, de on bord? utilise Fincom pour ça, OK, OK. qui est un outil qui permet en fait de pousser toutes les données financières. Et on a récemment embauché un data scientist pour Ah, nous accompagner s sur l'analyse excellent ça. du churn, en combinant à la fois les données d'usage produit, les données de revenus et du profiling entreprise, tu vois, avec Clearbit qui a été racheté par HubSpot Et justement. oui, Et du qui est coup, nativement disponible dans HubSpot, exactement. c'est vraiment cool. Et donc, tu vois, on est en train de travailler à toute une brique d'enrichissement pour créer un portrait robot, à la fois OK. de la boîte qui nous quitte, mais aussi de la boîte qui nous utilise énormément. Tu vois, comme ça, on va être capable de les identifier et d'aller attaquer les bons profils d'entreprise. Moi, ça va me permettre d'affiner aussi ma stratégie d'acquisition Ah pour clairement. aller chercher les bonnes personnes. Et ça correspond aussi au travail qu'on a mené depuis le début de l'année sur le repositionnement de la marque, sur le support client. On s'éloigne de la partie sales, on s'éloigne de la partie marketing, où en fait notre produit est pas très bon et surtout où il n'est pas très utilisé par ces cibles-là, tu vois. Mmh. Donc c'était un peu un défocus. C'est super chantier que vous avez là, hein. Donc Franchement, ça ouais, va être un, passionnant. un gros travail et avec du coup beaucoup plus de finesse dans la mesure qu'on avait jusqu'à présent. Et donc c'est bien, ça commence à porter ses fruits. Tu vois, là on a un churn à 30 jours qui est bien plus faible que celui qu'on avait l'année dernière à la même époque. Mmh. Donc on commence à avoir des résultats, mais tu vois, pour avoir parlé avec pas mal de gens dans l'écosystème, malheureusement le churn c'est quelque chose de très long Ouais. et de sournois. Et du coup, ça demande bien 2-3 ans parce que in final, au final, pardon, j'allais dire in fine, mais in fine, la réalité c'est qu'il faut monter un peu dans le marché aussi. Ouais. Et donc on est obligé de se dire comment est-ce qu'on va aller séduire des un peu plus gros clients. Le market, ouais. C'était, du coup, une de mes questions au tout début, quand je posais la question de, comment vous faites pour gérer les touch tests parce que c'est très small business Ouais, et du coup, ouais, ça me permet de boucler ça. ouais, Je comprends bien où vous en êtes, aujourd'hui et puis, en tout cas, vous êtes sur les bons sujets, les bons chantiers, ouais, bravo pour ça. On ouais. en reparle dans 6 mois, un an, je suis Ouais, persuadé avec que plaisir, ouais, ouais. carrément. Et la dernière question que je vais te poser, c'est pour un futur, podcast, La Grosse Odyssée. Ouais. Si tu avais un leader, du B2B, marketing, des ventes, du support à me recommander, tu penserais à qui? Moi, il y a un gars que j'ai rencontré qui travaille maintenant chez Buffer.
qui s'appelle Pierre Le Poulain, qui est brestois, et avec qui je pense que tu pourrais discuter. Chez Buffer. Ouais, très solide. Il travaillait chez Pléo avant. Et du coup, beaucoup d'expertise en termes de stratégie de croissance sur des très grosses entreprises, tu vois, que ce soit Pléo ou... Alors Pléo, c'est une solution anglaise. Danoise. Ah, ils sont danois. C'est danois et c'est un concurrent de Spendesk, en gros. Et Buffer, c'est un outil de publication de contenu sur les réseaux sociaux. Ça date, Buffer. Je le connais peut-être depuis 15 ans. C'est un gros truc, C'est un gros truc. Et donc là, il vient de rejoindre Buffer. Et je pense que tu aurais plein de choses intéressantes à discuter avec lui aussi. Eh ben, écoute, je vais le contacter de ta part. C'est une superbe idée. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir, Simon. C'était vraiment un échange très expert. Super. Je n'étais pas étonné, c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir dans le podcast. Trop bien. J'ai appris plein de choses. Super boîte, Crisp. Allez regarder si vous ne connaissez pas. C'est vrai. Allez re-regarder si vous connaissez, ça évolue beaucoup. Oui. Voilà, donc plein de bonnes réussites à toi, Merci. à l'équipe, et puis à bientôt. Ouais, tu vois, Simon. Salut. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a apporté des perspectives utiles, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne manquer aucune prochaine conversation. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça va nous aider à faire découvrir nos contenus à d'autres décideurs. On se retrouve très bientôt pour continuer d'explorer le monde B2B et d'ici là, je vous souhaite une excellente croissance.